Hitler est désormais le chef du premier parti politique du pays. Pour la première fois, le pouvoir est à sa portée. Très vite, l'euphorie fait place à la déception. Le président Hindenburg refuse de le nommer chancelier, chef du gouvernement. Hindenburg dit à Hitler: « Devant Dieu, ma conscience et la patrie, je ne peux donner le pouvoir à un parti aussi intolérant que le vôtre. » Hindenburg lui propose quand même d'entrer au gouvernement. Mais Hitler ne se juge pas comme un homme politique ordinaire qui cherche un poste ministériel. Il veut tout le pouvoir pour fonder un État totalitaire. En quelques semaines, Goebbels, à la tête de l'énorme groupe parlementaire nazi, réussit à paralyser le jeu démocratique. Aucune majorité ne peut se former. Goebbels, avec le sourire maléfique de ses mauvais coups, annonce: « Il est grand temps de dissoudre cette assemblée qui ne reflète plus la volonté du peuple. » Il faut de nouveau des élections, les troisièmes en un an. Elles auront lieu en novembre. Hitler pense encore en profiter. Les résultats de ces élections sont très décevants pour Hitler. Entouré de sa garde personnelle de SS, il rumine son échec. Il a perdu 2 millions d'électeurs et 40 députés. Goebbels dit: « Nous avons pris une claque. Hitler a refusé d'entrer au gouvernement. Les électeurs n'ont pas compris pourquoi. » Goebbels lit avec amertume la presse mondiale. Le Daily Herald de Londres écrit: « L'hitlérisme comme force politique est mort. » Le quotidien français, Le Populaire, dirigé par un grand nom du socialisme, Léon Blum, titre: « La fin de Hitler. » Non. 3 mois plus tard, Hindenburg, toujours dans l'impossibilité de constituer une majorité, a fini par désigner Hitler chancelier d'Allemagne. Un étudiant berlinois, Sebastian Hafner, écrit: « J'apprends la nouvelle. Je suis glacé de terreur. L'espace d'un instant, je sens physiquement l'odeur de sang et de boue. Je perçois quelque chose de dangereux, comme la grosse patte sale d'un animal prédateur qui plaque ses griffes sur mon visage. » Pour en arriver là, le loup s'est fait agneau. Hitler a rassuré Hindenburg en ne demandant que 2 postes ministériels pour les nazis. Celui de l'intérieur pour un policier de Munich, Wilhelm Frick, et Hermann Göring pour lui aussi contrôler la police. 2 postes clés. Hitler avance masqué. Il veut montrer que les membres du gouvernement les plus importants sont un conservateur, Franz von Papen, qui a déjà été chancelier, et l'homme fort de la droite la plus extrême, Alfred Hugenberg, ministre de l'économie et de l'agriculture, au tempérament autoritaire et agressif. Hitler appelle son gouvernement cabinet de concentration nationale pour donner l'impression qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement nazi, mais d'une coalition nationaliste. L'ensemble, très réactionnaire, pense pouvoir dominer Hitler. Von Papen se trompe lourdement lorsqu'il dit à Hugenberg: « Hitler, c'est notre homme. » Et l'autre répond: « Nous l'encadrons. » Le soir même du 30 janvier 1933, Goebbels organise à Berlin, comme dans toutes les grandes villes, une retraite au flambeau qu'il veut grandiose, avec les casques d'acier, les SS et surtout les SA. Goebbels proclame qu'ils sont 1 million à défiler, mais l'attaché militaire britannique les estime à moins de 15 000, que Goebbels fait tourner en rond pendant 4 heures. Il passe sous les fenêtres du président Hindenburg, 85 ans, qui se croit transporté à Verdun en 1916 et dit à son aide de camp: « Nos hommes défilent bien. Ils ont fait beaucoup de prisonniers. »
Hitler, à la chancellerie, reçoit des hommages délirants. Une institutrice de Berlin, Louise Zollnitz, dit « C'était une ivresse sans vin ». Elle ajoute « J'entendais des cris de « Mort aux Juifs ». Le sang des Juifs jaillira sous le couteau. Goebbels conclut. C'est exactement comme un conte de fées. Au Palais des Sports de Berlin, Hitler va prononcer son premier discours de chancelier. Quel est le plan d'Hitler? Le pouvoir absolu, mais par étapes. Au Parlement, siègent encore 200 députés communistes et socialistes. La première décision d'Hitler est donc de dissoudre l'Assemblée et d'organiser de nouvelles élections. Son discours, radiodiffusé, se veut un appel à tous les électeurs, même de gauche, à voter pour lui. Und hele feldet fest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, wiedererfahrene, neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. Avec ce discours, somme toute conciliant, Hitler continue à avancer masqué. Mais Goebbels vient mettre les points sur les i, en revenant aux fondamentaux. L'antisémitisme et la violence pour l'électorat nazi de base. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf erschreckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Im Übrigen können unsere Parteigenossen des anderen auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird. Und wir werden den Herren vom Karl Liebknecht aus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Deux semaines plus tard, à Berlin, le grand bâtiment du Reichstag, le Parlement, brûle dans la nuit. De ce symbole puissant de la démocratie allemande, il ne reste plus rien. L'enquête, menée par une police aux ordres de Göring, incrimine un communiste hollandais appelé Marinus van der Lubbe, 24 ans, soupçonné d'avoir un lourd passé d'incendiaire. Rapidement déclaré coupable, il sera décapité. À qui profite le crime? Aux nazis. Hitler et Göring agitent le spectre d'un complot des Rouges. Göring fit arrêter 4000 communistes et leurs chefs. Mais le Parti communiste n'est pas encore interdit. Car Hitler veut garder une apparence de légalité pour les élections législatives qui doivent conforter son pouvoir. Les Allemands, tellement saturés de campagnes électorales et de désordre, voient de nouveau dans tout le pays les SA se déployer, comme disent les nazis, pour protéger la population des attentats communistes. Les SA sont plus d'1 million. Armés, ils ont le statut d'auxiliaire de la police. Ils se positionnent dans toute l'Allemagne, devant les sièges des partis de gauche et des syndicats. Ils vont, encore une fois, semer leur violence, pendant qu'Hitler, lui, montre ostensiblement qu'il joue le jeu électoral pour continuer à rassurer le président Hindenburg, de plus en plus fatigué. Göring, menaçant, avec son poignard, dans son fauteuil gothique, donne sa version mensongère du résultat des élections. Der 5. März bedeutet für einen Mann und eine Bewegung einen gewaltigen Sieg. Der Sieger des 5. heißt Adolf Hitler und die Bewegung ist der Nationalsozialismus. Beides aber ist gleichzusetzen mit dem deutschen Volke und dem Deutschen Reich. En fait, Hitler et sa coalition atteignent à peine la majorité. Malgré toute sa propagande et l'intimidation des SA, Hitler n'a pas pu empêcher les communistes d'obtenir 12% des voix.
Alors Hitler jette le masque et entre dans l'illégalité, avec la complicité de son gouvernement. Il supprime l'élection des députés communistes, les fait arrêter et envoyer dans les camps de concentration d'Oranienburg, près de Berlin, et de Dachau, près de Munich, qui viennent juste d'être installés par les nazis. Ce sont les premiers des 16 camps ouverts pendant la seule année 1933. Le nombre des détenus politiques passe à 100 000 dans les premiers mois du régime. L'étudiant communiste Klaus Bastian raconte: les gardes fouettaient les détenus, les poussaient dans l'eau glaciale. Il fallait toujours craindre pour sa vie, de jour et de nuit. Les nazis montrent, au contraire, que ces parlementaires, ces hauts fonctionnaires, ces syndicalistes sont rééduqués. L'ombre maléfique de la dictature s'étend sur l'Allemagne. Comme le Reichstag a brûlé, Hitler réunit le nouveau Parlement à l'Opéra Royal, encerclé par les SA, pour demander les pleins pouvoirs. Il n'y a plus de communistes. La plupart sont dans les camps. Les 94 socialistes qui sont encore présents auront le courage de voter contre Hitler. Ils seront, eux aussi, arrêtés, emprisonnés ou contraints à l'exil. 441 députés de l'extrême droite au centre catholique écoutent un long discours roublard d'Hitler destiné à donner le change. Il promet tout, comme toujours. La fin du chômage, le salut de la paysannerie, le respect des droits et surtout, la paix. L'Assemblée se suicide en votant les pleins pouvoirs à Hitler pour 4 ans. Le président Hindenburg ne pourra plus discuter les décisions du chancelier. Sous les vivats, la démocratie meurt en Allemagne. Que Hitler, un homme qui a cimenté son pouvoir par l'antisémitisme, puisse diriger l'un des pays les plus industrialisés de la planète, est perçu comme une menace universelle. Dans le monde entier, les manifestations contre Hitler, comme ici à New York, protestent contre sa barbarie, son obscurantisme, ou proclament le judaïsme survivra à l'hitlérisme. Tous appellent à un boycott mondial des produits allemands. Pour les dissuader, Hitler ordonne, à titre d'avertissement, une journée de boycott des magasins juifs en Allemagne. Un cinéaste amateur teste, avec sa femme, la détermination des nazis, postés devant les magasins juifs. Les juifs allemands découvrent avec horreur les pancartes des SA. Pas un centime pour le capitalisme juif. Acheté allemand. Les juifs font notre malheur. C'est le début de la persécution. Edwin Landau, propriétaire d'un grand magasin de Prusse orientale, écrit, avant d'émigrer en Palestine avec sa famille: en quelques heures, s'était produite une transformation en moi. Ce pays et ce peuple que j'avais estimé jusque-là étaient devenus soudainement mes ennemis. Je n'étais plus allemand, ou je ne devais plus l'être. J'avais honte d'avoir un jour appartenu à ce peuple. J'avais honte de la confiance que j'avais faite à tant de personnes qui désormais se démasquaient et se révélaient être mes ennemis.